Les doutes sur la véracité de l'histoire enseignée au Gabon font partie des sujets importants qui reviennent dans les différentes critiques sur la construction de notre système éducatif, et le sujet mérite d'être creusé. N'ayant pas trouvé de travaux ou d'études comparatives faisant état des falsifications dans les manuels d'histoire pour le cas du Gabon, on n'a pas le choix que d'entreprendre nous-mêmes ce travail. Dans ce chapitre, nous allons faire ressortir des cas avérés qui sont au pire des falsifications claires et nettes ou au mieux une volonté des auteurs des manuels cités d'orienter l'histoire et de brouiller la compréhension des lecteurs. Pour ce comparatif, nous nous basons uniquement sur la liste des manuels et ouvrages à caractère éducatif recommandés dans tous les niveaux d'enseignement pré-primaire, primaire, secondaire, général, technique et professionnel pour le compte des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Le 27 avril 1848, la deuxième abolition de l'esclavage est décrétée en France et dans les colonies françaises après la première abolition de l'esclavage de 1794 et son rétablissement en 1802 par Napoléon Bonaparte. D'après les différents manuels que nous avons consultés dans le livre Super efficace en histoire-géographie 5e année et le livre Histoire-géographie EMC 4e édition 2021 Hachette, l'année 1848 et le milieu du 19e siècle marquent la fin de l'esclavage au Gabon et dans les anciennes colonies françaises, ce qui est en réalité faux et différent des faits historiques. Malgré le décret d'abolition signé en 1848, l'État français maintient la pratique de l'esclavage mais se contente juste de changer sa dénomination. Pour assurer ses besoins de main-d'œuvre, la France, comme les autres pays colonisateurs, légalise le travail forcé et met en place le système de langagisme. Dans ce nouveau système, les populations demeurent des sujets de la puissance coloniale et ne jouissent pas du droit de s'organiser de manière libre. Les déplacements forcés des populations sont maintenus pour assurer le travail dans les plantations et les chantiers d'infrastructure. Les réquisitions et le travail forcé sont maintenus, légalisés et pratiqués par l'État français lui-même et les entreprises françaises installées en Afrique. Plusieurs faits permettent d'attester du maintien de l'esclavage à cette époque. Parmi les plus connus, entre 1921 et 1934, plus de 73 ans après l'abolition officielle, pour la construction de la ligne de chemin de fer Congo-Océan, l'État français réquisitionne plus de 127 000 personnes du Congo jusqu'au Tchad, qui vont être soumis au travail forcé pour un bilan officiel d'au moins 17 000 morts. Durant les deux guerres mondiales, des millions d'Africains ont été réquisitionnés pour participer à ce qui était appelé l'effort de guerre. Ils avaient comme tâche d'assurer la production de denrées alimentaires pour les besoins de la métropole française et ses armées, en plus des personnes retenues pour combattre dans les rangs français pendant la guerre. Dans le cas du Gabon, c'est surtout pour des besoins d'exploitation forestière que la France réquisitionne le plus de bras. Ce n'est qu'en 1946 que le travail forcé est officiellement aboli dans le but de calmer la montée des mouvements indépendantistes après la Seconde Guerre mondiale, marquant ainsi la vraie abolition de l'esclavage du point de vue de nombreux Africains. Dans sa convention relative à l'esclavage de 1926, la Société des Nations, actuelle ONU, définissait l'esclavage par l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Des attributs incluant le travail forcé, la privation de liberté ou les déplacements forcés. Une définition qui correspond parfaitement à l'état du travail dans les colonies françaises de l'époque. Dans ce cas, les auteurs ne souhaitent pas rendre compte de l'histoire et des faits, mais se contentent des décrets signés par la France pour établir le récit. Ils s'alignent sur les communications de l'État français et installent un récit qui ne correspond pas à la réalité des faits, constituant ainsi une falsification, et ne permettant pas au lecteur de comprendre la situation de l'époque. À la page 96 du livre d'histoire-géographie seconde, édition Hatier, on peut lire la phrase suivante. Parti vers l'ouest à la demande des rois d'Espagne, Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492. Même en voulant lire l'histoire uniquement à travers des yeux européens, l'affirmation reste extrêmement malhonnête. En 1960, l'archéologue norvégienne Anne Stinde Ingstad et son mari l'explorateur Helge Ingstad découvrent le site viking de Landsø-Meadows en Amérique du Nord. Un site qui a permis de dater des voyages des peuples scandinaves vers l'Amérique vers l'an 1000 après Jésus-Christ. D'autres études portant sur l'introduction de la patate douce dans le Pacifique Sud, dont The Sweet Potato in Oceania, de Chris Ballard, Paula Brown, R. Mitchell et Tracy Harwood, ont permis d'attester que les peuples polynésiens ont navigué vers l'Amérique et échangé avec les peuples d'Amérique du Sud avant les explorateurs européens. Les voyages les plus récents des Polynésiens ont été datés au moins aux années 1000 après Jésus-Christ, bien avant le cas cité plus haut.
De manière absolue, l'arrivée des premiers hommes sur le continent américain entre 30 000 et 15 000 avant Jésus-Christ et les indices relatifs à la présence de voyageurs africains ayant débarqué sur le continent bien avant les explorateurs européens excluent de fait toute découverte du continent par Christophe Colomb en 1492. À la page 16 du guide pédagogique super efficace en histoire-géographie citoyenneté 4e année des éditions Edig et Dicef, on peut lire la phrase suivante. Cerner les grandes périodes de l'histoire permet de donner des repères. Cette périodisation, utile pour donner un sens à l'histoire, repose sur de grands marqueurs. L'Antiquité débute il y a 5000 ans. Elle correspond à la fin de la préhistoire avec l'invention de l'écriture. Elle prend fin à la chute de l'Empire romain en 476 et débute alors le Moyen-Âge. Celui-ci dure jusqu'à la découverte de l'Amérique en 1492, suivent les temps modernes qui courent jusqu'à la Révolution française. L'époque contemporaine lui succède qui s'étend jusqu'à nos jours. Ce découpage n'empêche pas que d'autres périodisations se superposent. En lisant ce chapitre ou le manuel entier, on constate que le découpage est totalement centré sur une vision européenne. Le découpage comprend donc 4 grandes périodes historiques qui sont la préhistoire, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine, toutes marquées par des dates importantes de l'histoire européenne. Cette approche reflète une vision du monde qui place l'Europe au centre de l'histoire humaine, ce qui peut occulter ou minimiser l'importance des événements et des apports venant d'autres régions du monde. Est-il pertinent dans notre cas d'enseigner à des jeunes Africains une histoire qui place l'Europe au centre de l'évolution humaine ? Cette vision de l'histoire, héritée de l'époque coloniale, n'a plus de raison d'exister dans une Afrique post-coloniale souhaitant bâtir son développement. L'histoire de l'Afrique étant marquée par des événements importants de l'évolution humaine comme l'apparition des premiers hommes, la naissance des premières grandes organisations humaines et royaumes, la naissance des sciences, de l'agriculture, une approche afrocentrée de l'histoire a toute sa place dans l'éducation africaine. Plus largement, ce traitement se reflète également dans les expressions qui sont utilisées. Le terme pacification est souvent utilisé pour décrire des répressions souvent brutales et meurtrières contre les rébellions locales à l'encontre des colonisateurs. En mathématiques, les célèbres théorèmes de Thalès et la propriété de Pythagore attribués aux Grecs sont en réalité créés et utilisés depuis l'Égypte pharaonique pour la construction des pyramides notamment, plus de 1000 ans avant la naissance des dénommés Thalès et Pythagore. La réquisition forcée de soldats durant les 2 guerres mondiales est présentée comme un engagement des combattants africains en vue de défendre la France. La fin de l'esclavage et de la colonisation, souvent présentées comme des abolitions et des avancées signées par la France, en réalité, la signature de l'indépendance est d'abord contrainte par les révoltes répétées menées dans les colonies par les groupes indépendantistes, notamment aidés par les positions anticolonialistes de l'Union soviétique qui aboutit à la résolution 1514 déposée à l'ONU par Nikita Khrouchtchev, ancien chef du gouvernement soviétique, qui a conduit à la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux de l'ONU en 1960. De plus, le récit qui est construit ne permet pas de comprendre les enjeux et la construction des systèmes esclavagistes et coloniaux. Aider à défaire l'emprise coloniale, c'est aussi comprendre le rôle qu'a joué l'Église catholique en approuvant dans un premier temps l'esclavage et la traite négrière, puis en participant à l'emprise coloniale par la conquête morale et l'aliénation culturelle par le biais de la religion, vu l'importance de cette dernière dans nos sociétés actuelles. C'est aussi comprendre l'importance qu'ont eu la cartographie des ressources du sol africain et les besoins de séparer certaines populations à des fins de contrôle dans le découpage des frontières pendant la conférence de Berlin de 1885. Considérant l'importance de l'histoire dans la compréhension des problèmes du présent et la construction d'un récit national, il est inconcevable qu'un récit traité de la sorte soit enseigné dans les écoles gabonaises. D'où l'importance pour un État d'avoir un contrôle sur son système éducatif et de l'adapter à ses besoins. Après avoir parcouru différents manuels d'histoire, pris en compte les positions des auteurs, l'évolution de l'enseignement depuis les décolonisations et les principaux acteurs qui l'influencent, nous déduisons que l'enseignement de l'histoire permet de mettre en évidence les intentions suivantes. Minimiser l'apport scientifique, culturel, philosophique des peuples et civilisations africaines dans l'évolution du monde. Accorder aux civilisations européennes la primauté sur les avancées ayant conduit au progrès humain et par conséquent introduire une supériorité des normes et cultures européennes sur celles issues du reste du monde. Inculquer aux élèves une vision centrée sur l'Europe au détriment de leur paradigme propre, ce qui est à la base de la domination culturelle.
Minimiser l'impact et les conséquences des actions et horreurs commises en Afrique par les États européens dont la France durant la traite négrière et la colonisation. Orienter les récits historiques en choisissant de modifier ou d'occulter la réalité derrière l'idéologie et les intérêts qui ont motivé l'action européenne de l'époque jusqu'à nos jours. Mettre en avant les bienfaits supposés apportés par les colons pendant l'esclavage et la colonisation, c'est à croire que l'asservissement d'un peuple par la privation de liberté, l'esclavage, le meurtre de masse et le travail forcé peut être atténué par l'apport d'une civilisation européenne. De notre point de vue, aucune raison sensée ne justifie le fait que l'éducation et les programmes pédagogiques soient restés dans la continuité de ce qui a été mis en place pendant la colonisation par la France et que les manuels scolaires aient été laissés aux mains des mêmes éditeurs français jusqu'à nos jours. Et ce, lorsqu'on met en parallèle le rôle attribué à l'école pour la défense des intérêts coloniaux français avant les indépendances, qui sont en opposition avec le fait de centrer l'enseignement autour des besoins de développement du pays. Étant en incapacité de porter des réformes ambitieuses pour son système éducatif, le Gabon s'est toujours contenté des directives et des résolutions portées par des organismes internationaux pour orienter les politiques majeures dans le domaine de l'enseignement. L'UNESCO en tête de file ou encore l'OIF, l'AFD, l'ADA sont les organismes à l'origine des évolutions majeures dans le domaine de l'éducation au Gabon. Comprennent-ils mieux que nous nos problèmes dans le domaine de l'enseignement ? Sont-ils les mieux placés pour organiser l'évolution de l'école en Afrique ? Dans les années 1960, en plus des besoins de réformer les systèmes éducatifs, l'UNESCO positionne au rang de priorité l'accès à l'éducation de base pour tous. L'État gabonais suit le mouvement et fait passer la loi numéro 16/66 le 9 août 1966, dont l'objectif principal est de garantir et faciliter l'accès à l'école. Quel intérêt de déployer à grande échelle un enseignement non réformé et façonné par le colonialisme ? Dans les années 70 et 80, l'UNESCO soutient la priorisation du développement de l'enseignement technique et professionnel. Le but affiché est de préparer les jeunes à intégrer le marché du travail. Le Gabon emboîte le pas. Le lycée technique national Omar Bongo est fondé en 1978. Les États généraux de l'éducation de 1983 ont comme priorité l'adéquation entre l'enseignement professionnel et les besoins du marché du travail. Depuis les années 2010, ce sont les objectifs de développement durable, ODD, portés par l'ONU, qui ont une influence importante sur l'évolution de l'éducation au Gabon. Les nouveaux objectifs pour l'éducation sont la promotion de l'égalité homme-femme, la lutte contre les discriminations dans l'enseignement, la promotion de l'entrepreneuriat, la promotion d'une école plus mondialisée ou encore la préservation de l'environnement. Là encore, le Gabon suit le mouvement. Depuis quelques années, la promotion de l'entrepreneuriat est devenue un sujet prioritaire dans le domaine de l'éducation. Et en 2022, Camélia Tontoum-Leclerc, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé une série de 33 mesures, dont certaines destinées à l'éducation, issues de la stratégie d'égalité homme-femme portée par le gouvernement. Dans la même période, l'initiation à l'éducation environnementale a été annoncée dans le nouveau programme d'enseignement. On tient à préciser que les points listés ci-dessus n'ont pas pour but de critiquer de manière fortuite les évolutions apportées à l'école gabonaise. Bien sûr qu'il est important de disposer d'un enseignement technique et professionnel, il est également important de rendre l'éducation accessible au plus grand nombre. Cependant, le contenu de l'enseignement doit être d'une importance au moins égale ou supérieure. Pour nous, ce qu'il y a d'inquiétant est le fait que les évolutions importantes et l'orientation de l'école gabonaise soient le résultat de décisions qui sont prises par des institutions qui sont déconnectées des intérêts nationaux, dont les intérêts posent question et dont on peut douter des bonnes intentions. Le tout sans considération pour la culture, l'histoire, les problèmes et les aspirations des Gabonais. De la même manière qu'il n'existe pas un modèle politique qui soit universel et duplicable à toutes les cultures et à tous les peuples, il n'existe pas un modèle d'organisation qui soit universel et duplicable à toutes les cultures. Un modèle d'enseignement unique ne peut convenir à tous les peuples et à toutes les nations de la même manière. D'où l'importance de penser l'éducation localement suivant les besoins spécifiques du pays avant de se tourner vers l'extérieur. Il y a un dicton assez populaire qui dit « La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit ». Autrement dit, celui qui donne a un pouvoir sur celui qui reçoit.
C'est la phrase qui nous vient à l'esprit quand on s'intéresse au financement des projets annoncés par le ministère de l'Éducation nationale au Gabon. En effet, le Gabon dépend énormément de fonds étrangers pour financer les réformes, les infrastructures et les lois dans le secteur de l'éducation. Pour exemple, en 2016, l'AFD accorde un prêt de 100 milliards de francs CFA au Gabon pour la construction de nouvelles salles de classe. Puis, 100 millions de dollars, soit 59,3 milliards de francs CFA de la Banque mondiale sont accordés la même année pour le renforcement de l'enseignement professionnel. En 2022, la Banque africaine de développement accorde un prêt de 84,63 milliards d'euros, soit 56,9 milliards de francs CFA pour le renforcement de l'enseignement technique et professionnel. On pourrait continuer de les lister ainsi, mais la liste de prêts et subventions est très longue. En réalité, le financement étranger peut ne pas être un problème, sauf quand le bailleur vient avec un agenda et des injonctions déjà bien définies à l'avance. Question de souveraineté nationale. En 1982, le financement d'un projet de réforme issu des recommandations de l'UNESCO était assorti de conditions telles que le contrôle des bourses d'études, la gestion des crédits de fonctionnement dans les établissements scolaires ou encore le contrôle du processus d'appel d'offres pour la réalisation des marchés et conventions. Quel intérêt pour l'UNESCO d'avoir un contrôle ou un regard sur les prestataires choisis par l'État gabonais ? Plus récemment, depuis les années 2010, le financement d'organisations telles que l'AFD, le FMI ou la Banque mondiale sont régulièrement assortis de conditions et d'indicateurs allant dans le sens des objectifs de développement durable de l'ONU. Ce mode de financement est régulièrement critiqué par certains dirigeants africains qui le perçoivent comme une forme d'ingérence dans les affaires internes des pays du continent. Amadou Toumani Touré, président du Mali entre 2002 et 2012, déclarait dans ce sens: le FMI a exigé que nous gelions le recrutement d'instituteurs et de professeurs dans le lycée afin que nous puissions mieux maîtriser la masse salariale. Or, au fil des années, nos infrastructures scolaires se sont développées et nos besoins ont été revus à la hausse. Nous avons donc été contraints de recourir à des contractuels. Une manière pour lui de critiquer la politique d'austérité et de contrôle des dépenses dans l'enseignement imposée par le FMI. Phono de foi, chouk dans les abîmes, lourd dans la cabine, Thomas Soum, les mbouti l'assassine. Féfé mode 2 à l'aise sur la cime, l'acier dans l'air, l'élément est fer et qu'on est l'âge de la terre. L'immortalité passe dans une radio via des assauts. Des accès, les mortels veulent la tech avec des lasso. Des assauts fébriles sur la grande place Warzok, mes écrits représentent